Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est midi, nous sommes le vendredi 3 mars et voici les titres de l'actualité. Un portail électronique pour que notre communauté établie à l'étranger puisse adhérer au système de retraite nationale entrera en service à partir du 6 mars prochain, en concrétisation du 51e engagement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Une décision qui a été agréablement accueillie par nos compatriotes. Nous parlerons par la suite de cette réunion du Conseil des droits de l'homme à Genève, au cours de laquelle les participants ont dénoncé l'occupation illégale du Sahara occidental par le Maroc, avant de nous rendre dans les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf, qui bénéficient d'une prise en charge sanitaire de qualité, assurée par des médecins italiens. Le Maroc n'a pas fini de faire parler de lui auprès des médias étrangers. Un journal français a publié un article sur la politique d'influence que suit le régime du Marzen au cœur des institutions européennes. En parallèle, la télévision publique italienne met à nu l'occupation marocaine au Sahara occidental à travers un reportage. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je vous en parlais en titre, en concrétisation du 51e engagement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sur la protection de la communauté nationale établie à l'étranger et la promotion de leur participation au renouveau national. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale informe les membres de notre communauté établie à l'étranger désirant adhérer volontairement au système de retraite national qu'un portail électronique entrera en service à partir du 6 mars prochain. Un portail que vous pouvez consulter via le lien qui s'affiche sur votre écran. La mise en service de ce portail électronique est attendue par les membres de notre communauté établie à l'étranger. Une décision qui a été bien accueillie. On l'écoute. Oui, en effet, par rapport à l'assurance maladie, c'est une très très bonne chose. Donc je remercie d'abord l'autorité algérienne d'avoir mis ça en place. C'est une excellente nouvelle. En tout cas, je suis allé immédiatement sur le site et j'ai vu que déjà le site il est rapide d'accès, donc c'est une très bonne chose. Il manque certainement certaines informations, un guide utilisateur pour pouvoir l'utiliser, et notamment pour la diaspora, comment elle peut mettre les cartes bancaires justement françaises, européennes pour pouvoir cotiser. Je suis chef d'entreprise spécialisée dans les moyens de paiement et la finance de marché. Je trouve que déjà c'est une aubaine, c'est une chance, et puis surtout pour les Algériens qui souhaitent, une fois qu'ils sont retraités, donc finir leur jour là-bas. Le monde d'appartenance qu'on a perdu quand même ces dernières années. Je sais que le fait qu'on met en place des dispositifs dans notre faveur en tant que diaspora, on va très souvent en Algérie. Le système de cotisation volontaire pour se constituer une retraite en Algérie, c'est une très bonne initiative qui va dans le sens d'une meilleure mobilisation de la diaspora, qui va trouver à travers ce type d'instrument juridique les leviers pour revenir en Algérie et pourquoi pas s'y installer dans le cadre d'une retraite bien méritée. Derrière toutes ces mesures, il y a un signe. On vous amène faire à présent un pas de plus vers l'Internet des sens, plus exactement l'immersion de nos sens dans le numérique. Il s'agit de la piste à exploiter pour que le métaverse gagne en consistance et en intérêt. C'est en tout cas l'objet d'un événement toujours en cours au Palais de la Culture Moufdi Zakaria et qui réunit professionnels, experts et passionnés par la technologie Web3, ce nouvel Internet décentralisé. C'est une technologie construite à partir de ce qu'on appelle la blockchain. Alors de quoi s'agit-il exactement? Réponse avec Olivier Yousfi. Le Web 3.0 ou Internet nouvelle génération. De la réalité virtuelle au métaverse, en passant par la blockchain, un simple smartphone, une tablette ou un casque de réalité augmentée suffit pour accéder à cet univers virtuel. Il y a beaucoup de boîtes qui sont en train d'activer dans le domaine des XR et justement tout ça fait plaisir à voir parce que ça va aller dans le sens du développement et dans le sens de l'évolution de cette technologie et puis du marché. Ça va avec automatiquement les acteurs du marché, les acteurs économiques, les entreprises, les institutions vont pouvoir justement intégrer cette technologie dans leur stratégie de développement. C'est peut-être la vente en ligne de demain. Qui est une boutique immersive extraordinaire. Voilà, ça remplace, c'est pas la même chose que dans le réel, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. C'est quelque chose qui va au-delà du réel et qui permet une expérience extraordinaire, mais qui veut aller jusqu'à l'acte de la transaction. Un secteur très peu exploité en Algérie. Objectif, encourager cette technologie et promouvoir le marché de la réalité virtuelle et des technologies immersives.
L'objectif, c'est ça, c'est de mettre en avant ses compétences et de montrer qu'il y a une volonté d'aller vers le Web 3, il y a une volonté d'aller vers un métaverse algérien peut-être, il y a une volonté de protéger ces données. Nous accordons une importance particulière aux technologies et ce, à travers la réalisation de plusieurs projets, notamment en ce qui concerne la numérisation, le lancement de plateformes virtuelles, mais aussi des applications consacrées à l'art et à la culture. Notre objectif est bien évidemment de changer notre perception de ces nouvelles technologies, adapter les réglementations et la législation pour qu'elles soient, on va dire, qu'elles soient plus... qu'elles permettent le développement de ce genre de technologie, qu'elles permettent l'éclosion de talents dans ces nouvelles tendances technologiques et surtout de ne pas bloquer les initiatives, bloquer les technologies avec des freins bureaucratiques ou réglementaires ou législatifs. Des mesures qui permettront à terme d'accompagner et d'aider les start-upers souhaitant investir dans le Web 3 et miser sur ces technologies d'avenir qui prennent de plus en plus d'ampleur dans le monde. Sur proposition de l'Algérie, le Conseil exécutif de l'UE a adopté lors de sa 42e session tenue à Addis Abeba une décision relative à la déclaration d'Alger sur le développement des start-up en Afrique, annoncée lors du congrès africain sur les start-up organisé à Alger au cours de la fin de l'an 2022. Cette décision vient conforter la position de l'Algérie et son rôle leader dans la coopération africaine en matière de start-up. Dans l'actualité internationale, on vous parle de cette réunion du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, durant laquelle les participants ont une nouvelle fois dénoncé l'occupation illégale du Sahara occidental par le Maroc, appelant à l'organisation d'un référendum d'autodétermination dans ce territoire autonome. Les membres ont également dénoncé la poursuite des violations des droits des Sahraouis et ont demandé à ce qu'une décision des plus fermes soit prise. Emel Bouarta. L'occupant marocain à nouveau épinglé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Les participants et les militants des droits de l'homme ont dénoncé les violations flagrantes et systématiques des forces de l'occupation marocaine des droits humains dans les territoires sahraouis occupés, ainsi que l'exploitation illégale des ressources naturelles, en totale violation des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Dans le même sillage, les intervenants ont à nouveau condamné la répression des Sahraouis de façon brutale, soulignant que l'occupant marocain fait subir toutes sortes de sévices aux défenseurs sahraouis des droits de l'homme, journalistes et prisonniers politiques. Cette réunion du Conseil des droits de l'homme de Genève a été également marquée par des témoignages poignants démontrant la gravité de la situation des militants sahraouis qui subissent des violations physiques, des actes de torture et des restrictions concernant leurs déplacements. Le secrétaire général de la plateforme internationale des juristes, Pedro Pinto Leite, a insisté sur la nécessité de retracer et d'écrire le combat inlassable du peuple sahraoui pour son autodétermination. Un peuple qui, malgré les pratiques répressives des forces d'occupation, poursuit sa lutte acharnée. À ce propos, les intervenants se sont indignés des exécutions et des liquidations physiques des militants sahraouis. Pour eux, le moment est venu pour que les Nations Unies prennent une position ferme et claire concernant les dépassements et les violations des droits de l'homme au Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. Il faut dire que l'occupant marocain est constamment épinglé au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, avec en ligne de mire la nécessité d'organiser dans les plus brefs délais un référendum d'autodétermination afin de permettre au peuple sahraoui de jouir de son droit absolu à l'indépendance. Une mission italienne de solidarité et de prise en charge médicale est organisée au profit des réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf. Et ce n'est pas la première fois que des équipes de médecins italiens, de spécialistes en plusieurs disciplines assurent un service sanitaire de qualité aux réfugiés sahraouis. Des initiatives qui illustrent bien l'élan de solidarité envers le peuple sahraoui, un peuple, ne l'oublions pas, déterminé à défendre son droit à l'indépendance. Amal Touarine et Emel Silidir. Des équipes médicales italiennes assurent de façon régulière des visites au niveau des camps de réfugiés sahraouis pour s'enquérir du suivi médical des réfugiés et leur assurer ainsi les soins médicaux nécessaires. À l'exemple de cette équipe pluridisciplinaire qui confirme une fois de plus son soutien indéfectible au peuple sahraoui. Je tiens à remercier la mission italienne qui s'est déplacée spécialement pour nous. Il faut savoir que la situation sanitaire au niveau des camps de réfugiés est déplorable.
Nous avons vraiment besoin d'eux. C'est une bonne chose de voir ces médecins se déplacer pour nous soigner. Nous espérons que cela se reproduise car nous en avons vraiment besoin. Cette délégation arrive au bon moment. Ils ont examiné toutes les personnes atteintes de maladies chroniques et effectué des analyses médicales. Nous les remercions. Une équipe pluridisciplinaire composée de médecins italiens, des diabétologues, des ophtalmologues et des pédiatres sillonnera tous les camps de réfugiés sahraouis afin d'assurer un service sanitaire de qualité aux réfugiés. Che è un'associazione di volontariato, un'associazione di volontari medici. Nous sommes un groupe de médecins bénévoles. Nous avons organisé notre première mission cette année au niveau des camps de réfugiés sahraouis. Nous avons axé cette mission sur les diabétiques dont les cas sont très fréquents. Nous avons bénéficié du soutien de la représentation italo-sahraoui. Nous remercions au passage ces représentants qui nous accompagnent. Notre mission est pluridisciplinaire et nous faisons partie d'un des plus importants mouvements de solidarité avec le peuple sahraoui en Italie. Per poi tornare gli anni prossimi, sempre con la grande solidarietà con il popolo sahraoui. Nous reviendrons les années prochaines pour témoigner notre grande solidarité avec le peuple sahraoui et lui apporter une aide spécifique. Voici une initiative louable qui reflète l'élan de solidarité envers le peuple sahraoui qui ne cesse de lutter pour son droit légitime à l'autodétermination. Je tiens à remercier Le Maroc, de son côté, n'a pas fini de faire parler de lui auprès des médias étrangers, plus précisément auprès de médias européens. Le journal français L'Humanité a publié un article sur la politique d'influence que suit le régime du Marzen au cœur des institutions européennes, notamment au sein du Sénat français, où certains sénateurs sont des cibles privilégiées de Rabat. En parallèle, la télévision publique italienne met à nu l'occupation marocaine au Sahara occidental à travers un reportage sur le scandale de corruption au Parlement européen. Rav Hamouche. Impliqué dans une série de scandales de grande ampleur à l'international, le régime du Marzen peine à trouver de nouveaux relais d'influence. Dans le cadre du scandale Marocgate, le journal français L'Humanité a publié un article sous le titre « Sous les os du Sénat, les amitiés marocaines de Christian Cambon ». Le papier revient sur la politique d'influence que suit le régime du Marzen au cœur des institutions européennes, notamment au sein du Sénat français. Selon le journal, le sénateur du parti Les Républicains effectue de fréquentes visites au Maroc et ne refuse jamais une escale à Dakhla et l'Ayoun, rappelons-le, dans des territoires occupés du Sahara occidental. Et justement, sur la question du Sahara occidental occupé par le régime du Marzen, Christian Cambon prend le soin de ne jamais discuter les positions officielles de Paris dans ce dossier, notamment dans les débats de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Ce n'est pas fini pour le régime du Marzen. La chaîne de télévision italienne Rai 3 a diffusé un reportage concernant l'affaire de corruption au sein du Parlement européen, mettant la lumière sur les manœuvres d'ingérence et d'espionnage du Marzen avec des eurodéputés corrompus, ainsi que sur les crimes de l'occupation marocaine au Sahara occidental. Intitulé « L'Europe à vendre », présenté à travers le programme de Rai 3 Presa dell'État, le reportage met à nu des actions d'ingérence du Marzen au sein de plusieurs autres institutions européennes en ayant recours à la corruption pour soudoyer des personnalités influentes et se serait tourné vers un groupe parlementaire pour cultiver ses multiples intérêts. La Ligue arabe a appelé la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme à faire pression sur l'entité sioniste pour qu'elle cesse immédiatement ses agressions et les violations contre les Palestiniens. La Ligue arabe a également appelé à l'arrêt des menaces proférées par l'entité sioniste contre les détenus palestiniens. Mercredi dernier, l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme a appelé la communauté internationale à exercer une pression sur l'entité sioniste pour qu'elle respecte les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et à maintenir une présence internationale protectrice dans les territoires palestiniens occupés. Revenons chez nous en Algérie. Nous commémorons ce 3 mars le 66e anniversaire de la mort en martyr de l'Arbi Ben Mhidi, symbole de la révolution pour la libération de l'Algérie du joug colonial. L'occasion de vous proposer dans ce journal le portrait de ce héros, l'histoire de son parcours et de ses nombreuses actions qu'il a menées au nom de la liberté. C'est avec Walid Yousfi. Grand nom de l'histoire de l'Algérie, l'Arbi Ben Mhidi a joué un rôle important dans l'adhésion des Moudjahidines au rang de l'armée de libération nationale. Né à Ain Mlila en 1923,
Il s'engage dans les rangs des scouts musulmans de la wilaya de Biskra très jeune, à l'âge de 16 ans. Au bout de quelques mois, il devient chef de groupe des scouts. Il rejoint les rangs du Parti du Peuple en 1942. Quelques années plus tard, il participe aux manifestations de mai 1945 et il est arrêté par les forces coloniales avant d'être torturé pendant plus de 20 jours. Il rejoint par la suite l'organisation spéciale à sa création en 1947 pour préparer le déclenchement de la Révolution. Il fait partie de ces jeunes militants nationalistes qui avaient créé le Comité révolutionnaire d'unité d'action en 1954 pour faire partie ensuite des 9 historiques ayant déclenché la Révolution sous la bannière du Front de libération nationale. Nommé chef de la zone autonome d'Alger, il est l'un des organisateurs des premiers attentats dans la capitale, notamment ceux du 30 septembre 1956. Le 23 février 1957, l'Arbi Ben Mehdi est arrêté par l'armée colonialiste. Il arbore lors de son arrestation un sourire qui, des années plus tard, est resté mythique. Refusant de parler après plusieurs jours de torture, il est exécuté la nuit du 3 au 4 mars 1954 à l'âge de 34 ans. 66 ans après sa mort, ce héros de la guerre d'Algérie demeure une icône et un exemple de courage pour tout un peuple et même au-delà des frontières. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Mila Abed. Prochain rendez-vous de l'information ce soir, 19h avec Kamel Suig. Quant à moi, je vous retrouve demain dès midi pour l'édition de la mi-journée. Excellente journée à tous.